Pour la toute première fois de l'histoire, la Coupe du monde se déroulera au Canada et ça commence le 12 juin prochain alors que l'équipe nationale canadienne affrontera la Bosnie-Herzégovine en levée de rideau du côté de Toronto. Le Canada se retrouve d'ailleurs dans le groupe B avec la Suisse, le Qatar et justement la Bosnie-Herzégovine. Mais d'ici au mois de juin, eh bien, le 26 mai prochain, Jesse March dévoilera la liste des 26 joueurs qui feront partie de l'équipe nationale canadienne pour le mondial 2026. Alors aujourd'hui, je vous propose ma propre liste des 26. Alors, quelques prédictions, quelques surprises peut-être, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que durant cette grande fête de foot qu'est la Coupe du Monde, eh bien, je publierai beaucoup de vidéos. Les invités également viendront faire leur début sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder, commençons avec les gardiens de but. Et il y a une grosse question au niveau des gardiens de but, à savoir qui sera le numéro un. Est-ce que ce sera Dane Sinclair ou Maxime Crépeau? D'un côté, Sinclair, l'année dernière avec Minnesota United, il a connu une excellente saison 2025. Il a d'ailleurs été élu gardien de l'année en MLS et ça lui a valu un transfert avec l'Inter Miami. Donc maintenant, il joue avec Lionel Messi. Un peu jaloux, mais dans tous les cas, Dane Sinclair a connu une excellente saison 2025 et Jesse March l'a d'ailleurs titularisé à plusieurs reprises durant cette période. Mais ces derniers temps, surtout lors du match face à l'Islande, il a été chambranlant et puis Dean Sinclair, un de ses plus gros désavantages, et surtout dans une optique où le Canada a de réelles chances de sortir de son groupe et de jouer des matchs à élimination directe. Dean Sinclair, en séance de pénalty, c'est très difficile. On se rappellera du match de troisième place à la Copa América 2024 face à l'Uruguay. Il n'avait arrêté aucun penalty. Et de même pour le match en bouclier canadien face à la Côte d'Ivoire. Tandis que de l'autre côté, Maxime Crépeau, il a amené le Canada jusqu'à la demi-finale de la Copa América 2024. Il a très bien fait en séance de pénalty face au Venezuela en quart de finale. Et par la suite, eh bien, face à Lionel Messi et l'Argentine, il avait fait un match sensationnel, avait fait plusieurs parades devant Messi, justement. Et puis Dean Sinclair, Maxime Crépeau, oui, pardonnez-moi. Eh bien, c'est clairement le genre de gardien qui s'apparente au système de jeu que Jesse March met en place. C'est-à-dire que la ligne défensive, elle est très haute. Et puis, Maxime Crépeau, c'est un gardien libéraux qui n'hésite pas à sortir de sa ligne pour aller gratter quelques ballons et faire souffler la défense lorsque des joueurs comme Moïse Bombito ne sont pas en mesure d'arriver premier sur les balles en profondeur. Alors Crépeau, il était absent de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Rappelez-vous, il s'était blessé avec LAFC. Mais cette fois-ci, en 2026, ma prédiction, c'est qu'il va être là et il va être le gardien partant de l'équipe nationale. Et le troisième gardien, ce sera Owen Goodman. Il a la citoyenneté canadienne depuis seulement octobre 2025. C'est un jeune gardien de 22 ans qui évolue avec Barnsley en League One. Et dans l'optique où présentement, il n'y a pas vraiment un consensus, oui, à savoir qui sera le gardien numéro un dans le futur, eh bien, Owen Goodman, tant qu'à moi, après la Coupe du Monde 2026, il aura des opportunités de se prouver et c'est une bonne manière de l'appeler, lui donner de l'expérience et peut-être éventuellement avoir. Est-ce que Owen Goodman pourrait devenir le gardien numéro un de l'équipe nationale canadienne? Alors, il sera là en tant que troisième gardien. Nous suivons ensuite avec les défenseurs. Et il y a beaucoup d'inquiétudes présentement dans cette ligne défensive-là. Il y a des joueurs qui sont présentement blessés, d'autres qui reviennent de blessures et d'autres également qui n'ont pas de minutes en club. Alors, commençons avec les défenseurs gauche. Le premier, c'est Alfonso Davies. Maintenant, est-ce qu'il jouera comme un défenseur gauche ou est-ce qu'il sera un petit peu plus haut sur le terrain dans un rôle offensif en tant que milieu gauche? Ce sera à voir. On sait que dans le passé, sous John Herdman, il était utilisé devant sur le front offensif. Parfois, il voulait en faire trop. Parfois, il perdait le ballon alors qu'il y avait des meilleurs jeux à faire. Mais Alfonso Davies, sous Jesse March, on l'a vu à la Copa América 2024 en demi-finale face à l'Argentine. Il était titulaire au poste de défenseur gauche et il avait connu un excellent tournoi d'ailleurs. Et c'est un joueur qui peut se porter à l'attaque et qui peut envoyer de super centres, qui est capable de moments de magie, ce que tu as besoin dans le foot moderne avec les défenseurs latéraux. Et même s'il revient de blessure, on l'a vu
face au PSG, notamment en première mi-temps. Il a connu un excellent match. Il est capable de se porter à l'attaque et d'appuyer justement et de créer quelque chose également pour l'équipe nationale canadienne dans des matchs où ça peut être plus difficile de battre ce bloc bas, de réussir à prendre l'avantage sur une équipe qui veut park de bas, si je peux me permettre l'expression. Alors, ce sera très intéressant de voir où Davies sera utilisé, mais dans tous les cas, il se doit d'être un élément clé de l'équipe nationale canadienne en vue du mondial 2026. Poursuivons avec sa doublure et peut-être qu'il forcera la main à Jesse March, c'est Richie Laryea. Il a connu d'excellents moments en équipe nationale canadienne, autant en 2025 qu'en 2024 et auparavant. Ça a toujours été un joueur régulier avec l'équipe nationale canadienne et surtout en l'absence de Alphonso Davies. Et clairement, Richie Laryea mérite sa place sur le 11 partant, mais peut-être qu'il n'y aura plus de place justement pour lui parce que si Davies est titulaire, Richie Laryea pourra gratter des minutes en sortie de banc. Ce sera intéressant de voir comment est-ce que Jesse March alignera son équipe si tout le monde est en santé, bien sûr, parce que Richie Laryea, eh bien, il s'est blessé il y a quelques temps. Heureusement, son directeur général au Toronto FC a mentionné que Laryea allait être présent à la Coupe du Monde. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que présentement, il y a plusieurs nouvelles qui peuvent inquiéter certaines personnes au niveau de la défensive. Et poursuivons justement avec les défenseurs centraux. Et Derek Cornelius, c'est le joueur que je vois bien être au mondial. Par contre, eh bien, Derek Cornelius, présentement, il n'a pas de minute avec Rangers. L'entraîneur l'a envoyé au dugout, si je peux me permettre l'expression. Il ne joue même pas avec l'équipe de jeunes, ne pratique pas également avec le club et il revient de blessure. Alors, Cornelius, ça va être difficile pour lui de gagner du rythme en vue du mondial 2026 qui débute très bientôt d'ailleurs. C'est un joueur qui avait été tellement important aux côtés de Moïse Bombito à la Copa América 2024. Et c'est un gaucher aussi. Tu as besoin d'un défenseur centre qui a une bonne patte gauche comme lui pour les relances, justement. C'est très efficace. Et on l'a vu, il y a un aspect très important dans le jeu de Derek Cornelius, c'est au niveau des coups francs. Cornelius a marqué un super coup franc face justement au Pays de Galles lors d'un match amical. C'est le genre de joueur qui peut débloquer une situation ou qui peut t'envoyer un super centre dans la surface de réparation. Alors, Cornelius, on a besoin de lui et Jesse March, clairement, a besoin de lui en vue de la Coupe du Monde, puisque les options de remplacement, présentement, c'est peut-être pas ça. Poursuivons justement avec un des potentiels remplacements de Derek Cornelius, c'est Alfie Jones. Et Jones, il est encore plus loin que Cornelius en termes d'être prêt pour disputer le mondial, puisque présentement, il est blessé et on ne le reverra pas d'ici la fin de saison pour Middlesbrough, qui vient tout juste de se qualifier pour les séries afin d'accéder à la Premier League, les playoffs, comme on appelle dans le jargon anglais. Alors, ça indique pas de bonnes nouvelles pour Alfie Jones. C'est un défenseur qui a tout récemment rejoint l'équipe nationale canadienne. Et dès son premier match, on a vu qu'il faisait l'unanimité, ouais, peu importe. On a vu que c'est un joueur qui est très physique et qui aussi est important dans les duels aériens. Et ça, clairement, tu en as besoin puisque l'équipe nationale canadienne a toujours eu, peut-être pas nécessairement de faiblesse, mais a toujours eu de la difficulté à défendre des corners et surtout à marquer également de la tête. Donc, les coups de pied arrêtés, c'est une facette du jeu qui est de plus en plus importante de nos jours. Et Alfie Jones, il a cette expérience-là. Il était titulaire avant avec Middlesbrough, avant sa blessure, justement, en Championship. Et c'est un championnat très physique. Alfie Jones, clairement, peut défendre sur n'importe quel joueur et peut gagner des duels contre les meilleurs attaquants de pointe au monde. Poursuivons ensuite avec Luc de Fougera. Lui aussi, il sera là en tant que doublure. Jeune défenseur qui a connu une superbe progression. Il est en prêt de Fulham présentement avec le FCV Dender du côté de la Belgique. C'est un jeune joueur. Il sera il fera assurément partie de l'équipe nationale canadienne en 2030 lors de la Coupe du Monde du Maroc. Par contre, à quel point il est prêt à obtenir des minutes en sortie de banc ou à jouer dans de matchs importants. Ce sera intéressant à voir De Fougerolles qui est très calme avec le ballon. Il a une très bonne technique également. Alors, ce sera très intéressant de voir s'il va obtenir des minutes ou si, eh bien, ce sera un joueur qui va être là pour gagner de l'expérience. Ensuite, Joel Waterman, ancien joueur du CF Montréal, est également dans ma liste des 26 pour la Coupe du Monde. Waterman, en fait, son plus grand atout présentement,
c'est qu'il est disponible, il est prêt et il joue des minutes sur une base régulière, ce que les autres défenseurs centres ne font pas présentement. Et Waterman, avec le Fire de Chicago, eh bien, il dispute des minutes et puis c'est un joueur, on l'a vu lors de la trêve de mars, il a été titulaire lors des 2 matchs parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient absents et puis il a démontré que ben, il était encore devant Kamal Miller. Et il a un petit peu volé cette place-là à Kamal Miller qui était là en 2022 au Qatar. Waterman aussi y était, mais n'avait pas disputé beaucoup de minutes. Alors, ce sera intéressant de voir. Mais Waterman, je ne vois pas un joueur qui va obtenir des minutes, mais par contre, ce sera un bon joueur de vestiaire. Il a vécu l'expérience en 2022. Il peut être un leader au sein de cette charnière-là qui est composée de jeunes joueurs, puisque De Fougerolles, il n'était pas là en 2022. De même pour Alfie Jones et Moïse Bombito. Et poursuivons avec Moïse Bombito, le défenseur le plus important de l'équipe nationale canadienne. Le Québécois, lorsqu'il n'était pas là, lorsqu'il a été absent dû à une blessure, eh bien, on a vu à quel point cette défense-là avait de la difficulté et à quel point il est important dans le jeu de Jesse March. C'est un joueur qui a des superbes qualités athlétiques et dans le système de jeu actuel de Jesse March, il y a beaucoup d'espace dans le dos de la défense et ça demande à certains joueurs de dealer avec certains un contre un. Et Bombito, il le fait à merveille. Il est capable de défendre contre n'importe qui et surtout, il a une superbe vitesse de pointe. C'est parmi les défenseurs les plus rapides en Europe. Alors, pour rattraper de bons attaquants comme Kylian Mbappé notamment, peut-être qu'un match Canada-France, ça pourrait arriver. On serait bien content. Eh bien, Bombito, c'est le joueur que tu as besoin. Et on a mentionné du côté de l'OGC Nice que c'était dans les plans de donner un match à Moïse Bombito d'ici la fin de la saison. Alors, il sera en forme pour la Coupe du Monde et ça, c'est une superbe nouvelle parce que Bombito, c'est une révélation depuis quelques années. Il a un super parcours et c'est un joueur qu'on veut voir briller à la Coupe du Monde. Et finalement, les deux derniers défenseurs, les défenseurs latéral droit, eh bien, on a Alistair Johnston qui a effectué tout récemment son retour au jeu avec Celtic. Et quelle bonne nouvelle! Johnston, c'est un guerrier, il se bat toujours sur le terrain. Offensivement, peut-être qu'il apporte un petit peu moins, mais défensivement, en un contre un sur son côté, il est très solide. Balle au pied également, et puis il va tout donner. Alistair Johnson, il a un cardio incroyable. Il peut faire les allers-retours devant et derrière. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, son absence également s'est fait sentir. Un Alistair Johnson en santé, c'est un des meilleurs défenseurs latéral droit de la CONCACAF. Si ce n'est pas le meilleur, pour moi, c'est le meilleur, mais encore là, peut-être que je suis biaisé. Mais dans tous les cas, c'est un défenseur de calibre de Premier League, assurément. Et son transfert vers une grande ligue, il s'en vient peut-être. Et avec une bonne Coupe du Monde, ça pourrait être le cas également. Et terminons avec Nico Sigur, un joueur qui peut jouer à plusieurs positions. Autant il peut jouer au milieu, qu'il peut jouer défenseur latéral droit, il peut même jouer milieu centre. Et Nico Sigur, ça fait longtemps qu'on attend son transfert justement vers un des top championnats européens. Il est toujours avec Hajduk Split. Il a démontré de belles choses en l'absence de Johnston, mais ce n'est clairement pas Alistair Johnson. Il a très bien défendu face à Luis Diaz de la Colombie, un des meilleurs ailiers au monde. Mais par contre, Ségur a eu quelques erreurs également qui nous font poser quelques questions, à savoir, est-ce que c'est un joueur qui est prêt à disputer des matchs à haute intensité, mais aussi des matchs où tu vas être sous pression? Parce que Nico Ségur, il n'a pas encore connu de matchs importants et de matchs référence en équipe nationale canadienne. Et on se rappellera lors du match au Stade Saputo, il fait une grosse erreur qui amène justement à l'ouverture du score, le seul but de cette rencontre-là. Alors, Nico Ségur, c'est un joueur qui pourra dépanner partout sur le terrain en sortie de banc. C'est certain que lorsque Jesse March va se tourner vers le banc, un joueur comme Nico Sigur va être en mesure d'obtenir des minutes et va être appelé à embarquer sur le terrain. Mais en tant que titulaire, pour moi, ça serait Alistair Johnson. Alors, ma ligne défensive de gauche à droite, ce serait Alfonso Davies, Derek Cornelius, Moïse Bombito et Alistair Johnson. Par contre, au niveau de la profondeur, ça m'inquiète vraiment. Allons-y maintenant avec les milieux de terrain et commençons de la gauche jusqu'à la droite comme d'habitude avec le Messi des Maritimes, Jacob Schaffelberg. Il est très important ce joueur-là, surtout en sortie de banc. C'est le super sub idéal pour Jesse March. Il va très vite et lorsque tu as des défenseurs qui sont fatigués, qui ont clairement les jambes lourdes et tu vois un Jacob Schaffelberg qui s'apprête à faire son entrée sur le terrain, ben, c'est la dernière chose que tu veux voir clairement. Schaffelberg, par contre, il lui manque peut-être
d'être décisif à certains moments, puisque c'est un joueur qui, oui, apporte beaucoup et se donne beaucoup sur le terrain, autant pour récupérer des ballons que pour mener des attaques. Mais parfois, ben, il lui manque ces statistiques-là, il lui manque des actions clés. Et ce qui fait en sorte que peut-être que Schaffelberg, c'est pas le joueur le plus technique, mais il se crée des occasions. Par contre, maintenant, il faut les finir. Et ça peut être la différence entre un match nul, une victoire ou peut-être une défaite même. Parce que Schaffelberg, souvent, quand tu as besoin d'une étincelle, eh bien, c'est lui qui sort du banc et qui est sur le terrain. Poursuivons avec un nouveau joueur de l'équipe nationale canadienne, Marcelo Flores. C'est un joueur avec la binationalité, donc il a passé du Mexique au Canada. Et puis, c'est le genre de joueur qui, dans un match très serré, lorsqu'il y a un bloc-ball de l'autre côté et que tu as besoin d'un joueur pour créer une étincelle, créer de l'espace, prendre certains défenseurs en contre un, provoquer et venir en percussion pour déjouer des joueurs, eh bien, Flores, c'est le genre de joueur que tu as besoin dans ces situations de match-là. Et il a démontré à son premier match avec l'équipe nationale canadienne, il a mis tout le monde d'accord. C'est un excellent dribbleur et c'est un joueur qui va être très important dans le futur pour l'équipe nationale. Alors, bonne chose de l'appeler pour la Coupe du Monde 2026. Encore là, est-ce qu'il sera là? C'est ma prédiction, mais pour moi, c'est une superbe nouvelle et c'est une super bonne initiative également, puisque il va juste prendre de l'expérience et dans le futur, ce sera un joueur très important. Il pourrait être le milieu gauche partant de cette équipe-là. Et terminons avec les milieux gauche, avec le père du groupe, Junior Oilette. Clairement, il n'aura pas de minutes à cette Coupe du Monde-là. Il agira un peu dans le même rôle que Adil Rami en 2018 avec l'équipe de France. Il va être là pour les vibes. C'est un très bon joueur qui va être utile à Jesse March pour détendre l'atmosphère dans le vestiaire, mais aussi peut-être pour le vécu qu'il a justement en équipe nationale canadienne. C'est un joueur qui justement a tout vécu, autant les défaites humiliantes par le passé, la qualification historique en 2022, la Coupe du Monde 2022. Il n'est plus en forme, il n'est plus en mesure de jouer, mais un joueur comme ça, tu as besoin de lui, ne serait-ce que pour donner des conseils aux plus jeunes. Et d'ailleurs, le Canada a une très jeune équipe également. Il n'y a pas beaucoup de vétérans. Oilette, c'en est un. Passons maintenant au milieu centre. Le premier, eh bien, c'est Ismaël Koné. Et quel joueur Koné! On l'a vu là, avec justement l'équipe de Sassuolo cette année. Il a travaillé sur plusieurs aspects de son jeu et il a grandement maturé. Auparavant, on lui reprochait ça. Roberto De Zerbi également, ça a l'air. Mais dans tous les cas, il jouait avec des joueurs comme Nemanja Matic. Et Sassuolo, c'est une équipe qui venait tout juste d'être promue. Et parfois, tu n'as pas toujours le ballon. Tu dois travailler plus fort défensivement pour les récupérer. Tu dois sécuriser également la balle lorsque tu réussis à l'obtenir. Et Koné, eh bien, il a appris à jouer dans un système où parfois tu dois défendre pendant 70 minutes et tu auras quelques occasions en contre et tu devras être intelligent pour faire la différence. Et on l'a vu notamment dans tous les matchs, mais je pense surtout au match face à l'AC Milan où il marque un super but. Ce genre de moment-là que Ismaël Koné peut créer en tant que milieu centre, qui peut se projeter vers l'avant, un peu comme un 8 ou un 10, t'en as besoin. Puisque Koné, il peut te sortir une superbe passe, une superbe frappe et débloquer la situation d'un match et te faire remporter un match en une seule action. Et je ne serais pas surpris que cette Coupe du Monde ouvre les yeux de toute la planète foot sur le talent qu'est Ismaël Koné. À ses côtés, il y aura également Stéphane Eustachio. C'est un titulaire indiscutable dans mon livre à moi. Eustachio n'avait pas beaucoup de minutes avec Porto FC et maintenant il est avec LAFC et il démontre à tout le monde qu'il roule sur la MLS et que c'est un joueur qui a suffisamment sa place sur le 11 de la CONCACAF, peut-être même encore plus loin, mais tout de même, c'est un joueur qui est très utile à cette équipe-là. Et il le fait justement qu'il va arriver en forme à la Coupe du Monde. Je pense que c'est le plus gros avantage pour lui, puisque Eustachio aurait assurément pu trouver un nouveau club en Europe. Trabzonspor en Turquie était intéressé, mais Eustachio est revenu en MLS et présentement, il gagne en rythme. Et ça, c'est essentiel pour le joueur qui ben, a le brassard de capitaine lorsque Davies n'est pas là. Et on l'a vu par le passé également, quand il n'était pas là, ben, Eustachio portait fièrement le brassard. Kone Eustachio, superbe paire qui se complémente très bien. Alors pour moi, ce sont mes deux milieux centres. En doublure, on a Nathan Saliba. Il a connu une superbe progression avec Anderlecht cette année. Et il peut jouer également dans le milieu. Je m'attends à ce qu'il obtienne de minutes importantes. Ce sera pour moi le premier joueur
à faire son entrée dans le match, le premier milieu de terrain à faire son entrée, peut-être pour Koné en fin de match, pour préserver une avance. Et de l'autre côté, tu as Mathieu Choignard également, le Québécois qui sera là. Choignard, c'est un couteau suisse, il peut jouer partout sur le terrain, il fait du bien autant dans le dernier tiers qu'à la récupération, et il court toujours. Il a trois poumons, ce gars-là, un peu comme N'Golo Kanté. C'est la comparaison peut-être un petit peu forte, mais dans tous les cas, Choignard va également être là. C'est un milieu québécois avec Koné, Saliba et Choignard. Quatre joueurs qui présentement jouent de bonnes minutes et qui sont à leur plein potentiel. Peut-être que Choignard pourrait jouer un petit peu plus, mais bref. Ce sera à voir. Choignard qui va assurément obtenir des minutes en sortie de banc avec l'équipe nationale canadienne. Et surtout, eh bien, tous ces joueurs-là, tous ces milieux centraux, eh bien, ils ont joué ensemble. Donc, Koné a déjà fait la paire avec Saliba. Même chose, Koné Eustachio. Choignard également a déjà joué avec Saliba ou avec Koné. Donc, ils se connaissent bien. Et ça, c'est important, surtout pour un milieu à deux. Et poursuivons avec les milieux latérales droits. Alors, Tejan Buchanan, c'est le premier joueur sur ma liste. En un contre un, ce joueur-là, il est incroyable. Il élimine souvent ses défenseurs. Il est en mesure d'envoyer de super centres. Et puis, il a pris une nouvelle dimension cette année avec Villarreal. Il est un peu plus décisif et il est plus en confiance également. Et un Tejan Buchanan en confiance, ça peut faire très mal. On l'a vu avec Villarreal, il tente des frappes de loin parfois qui finissent au fond du filet et il tente des trucs. Et pour moi, c'est le facteur X de cette équipe-là à la Coupe du Monde. Si Tejan Buchanan peut être plus décisif, autant en ce qui concerne les passes décisives que les buts, eh bien, le Canada peut faire un très bon bout de chemin dans le tournoi, puisqu'on va en parler tantôt. Au niveau des attaquants, Jonathan David n'a pas connu sa meilleure saison. Oui, il a marqué 2 pénaltys face à l'Islande, mais avec la Juventus, c'était difficile. Alors, on a besoin d'un autre joueur comme ça dans le secteur offensif qui peut peut-être prendre les clés du secteur et qui peut procurer de la magie et faire lever les partisans de leur siège. Et ça, pour moi, c'est Tejan Buchanan. Ensuite, Ali Ahmed, couteau suisse également, lui aussi. Euh, il a eu une très bonne saison avec les Whitecaps de Vancouver. Ça lui a valu un transfert à Norwich City en Championship. Et là, ben, il est décisif et il réussit à aller chercher ce prochain step-là. Et il a fait une très bonne saison. Arriver dans un club en Angleterre vers le temps des fêtes et être un titulaire indiscutable par la suite, ça démontre du talent de Ali Ahmed. Il a démontré à l'ensemble de la planète foot et surtout la planète au niveau du foot anglais. Ali Ahmed, j'ai bien hâte de voir sa Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il va obtenir des minutes en tant que partant, mais c'est un joueur qui est excellent sur la pression. Et Jesse March demande à ce que l'ensemble de ces joueurs, surtout les deux milieux latéraux, pressent assez haut sur le terrain. Et on l'a vu face à la Roumanie. Ali Ahmed a enlevé le ballon au gardien et il a marqué un but très important. Alors j'ai bien hâte de voir où Ali Ahmed sera utilisé. Mais c'est un très bon joueur à avoir sur le banc. Et ça témoigne de la profondeur de ce groupe-là, ce qui n'avait absolument pas été le cas en 2022. Il n'y avait pas de profondeur sous John Herdman. Et ensuite, le dernier joueur, Liam Miller. Lui aussi, c'est un titulaire indiscutable présentement avec Hull City en Championship. Il a peut-être pris un second souffle dans sa carrière et l'action qu'il a fait face à la Tunisie, de track back, d'avoir cette intelligence-là, de revenir derrière et couper un jeu, faire un excellent arrêt sur la ligne de but. Pour moi, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est certain que Jesse March, en voyant cette action-là, il s'est dit, Liam Miller, définitivement, il est dans la liste. Et moi aussi, c'est un joueur qui a la grinta, c'est un joueur qui se bat pour le logo en avant. Et ça, tu en as besoin assurément dans une équipe. Alors, au milieu de terrain, ce sera très intéressant de voir les joueurs qui vont être titulaires. Pour moi, eh bien, ce serait Ali Ahmed à gauche, Kone Eustachio ou Eustachio Kone, peu importe comment vous le voyez, et Buchanan à droite. Et terminons avec les attaquants. Et le premier nom que je vais vous nommer, c'est un joueur qu'il y a quelques mois, je n'aurais jamais pensé que ce joueur-là allait représenter le Canada à la Coupe du Monde. Et c'est Kyle Larin. Depuis son arrivée à Southampton en Championship, il a 8 buts et une passe décisive en 16 matchs. Et si Southampton accède à la Premier League, ce sera en grande partie grâce à Kyle Larin, qui est exceptionnel. Il est tout feu, tout flamme. Connaît peut-être les meilleurs moments de sa carrière. Et ça arrive à un moment idéal puisque le Canada arrive dans une Coupe du Monde dans quelques mois. Et sans Promise David,
qui, je vous rappelle, est blessé. David, en 201 minutes avec l'équipe nationale canadienne, il avait marqué 3 buts. Alors, on a besoin d'un joueur comme Kyle Larin qui peut augmenter son niveau de jeu à un moment très important puisque la Coupe du Monde débute très bientôt. Et un autre joueur également qui sera du 26 au niveau des attaquants, c'est Tani Oluwaseyi. Il a eu un transfert de Minnesota United vers Villarreal pour environ 8 millions d'euros. Il n'a pas obtenu énormément de minutes, a tout de même marqué en Champions League et c'est le genre de joueur qui est très athlétique et il peut faire de super bons appels en profondeur. Et ça, c'est un aspect du jeu de Oluwaseyi qu'on ne remarque pas nécessairement puisque c'est un joueur format géant et il est très bon également pour faire le travail ingrat de défendre, parfois revenir gratter des ballons et permettre au Canada de récupérer des ballons et aussi d'avorter des attaques. Il presse très bien et récupérer des ballons hauts sur le terrain, ça paye énormément, surtout de la manière dont Jesse March joue. Alors Oluwaseyi, il sera là également parce que c'est un joueur qui va entrer en sortie de banc. On sait que Kyle Larin n'a pas 90 minutes dans les jambes, ça c'est certain. Oluwaseyi pourrait rentrer quelques minutes pour faire une différence et marquer de gros buts importants. D'ailleurs, Oluwaseyi, tout comme Larin, c'est un très bon joueur de la tête, alors c'est important dans la surface de réparation adverse, mais aussi dans sa propre surface de réparation. Et par la suite, terminons avec une autre doublure, Daniel Jebison. Et Jebison, il est passé par la Premier League, par Bournemouth. Maintenant, il joue avec Preston North End en Championship. Et c'est un joueur qui, mentalement, l'a appris à la dure. Puisque jouer en Premier League et ne pas obtenir beaucoup de minutes, ça peut avoir un impact sur la manière dont tu perçois le foot. Mais Jebison, je suis convaincu que s'il a une opportunité, et clairement, il va peut-être l'avoir puisque David est blessé, et Larin, bon, oui, il est dans un bon moment présentement, mais il n'a pas énormément de minutes sous la cravate. Et dans une Coupe du Monde, dans un format où il y aura plus de matchs, peut-être que Jebison pourrait obtenir des occasions de se faire valoir. C'est un grand attaquant qui a de très bonnes qualités athlétiques, mais surtout, il est très technique et il manœuvre très bien dans les petits espaces. Alors, j'ai très hâte de voir si Jebison obtiendra des minutes. Et le dernier attaquant, eh bien, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe nationale du Canada. C'est Jonathan David. Et à Lille, il était tout feu, tout flamme. À la Juve, ça a été différent cette année. Il a eu la difficulté à obtenir de bonnes minutes et surtout à avoir un impact avec cette équipe-là. Mais tout de même, je crois que Jonathan David, c'est un homme d'opportunité. Et le Iceman l'a démontré qu'il peut step up quand ça compte et il peut marquer de gros buts pour l'équipe nationale canadienne. Et on aura besoin de Jonathan David en forme, surtout d'un joueur qui peut trouver des opportunités de finir ses actions et de donner de précieux buts à l'équipe nationale canadienne. Puisque présentement, eh bien, David n'est pas en confiance clairement. La dernière fois qu'il a mouillé le maillot de l'équipe nationale canadienne, il a marqué 2 buts face à l'Islande. Et on sait qu'il travaille beaucoup avec le staff de l'équipe nationale canadienne pour se remettre en confiance et pour retrouver le chemin des filets. Et c'est le genre de joueur qui, un coup qu'il en marque un, il peut en marquer plein. Et c'est un peu la vie des attaquants. Parfois, ça va super bien, tu marques beaucoup de buts. Et parfois, tout ce que tu fais va mal, tu n'es pas en mesure de marquer. Il suffit de penser à Prince Owusu, c'est l'exemple le plus flagrant, oui, joueur du CF Montréal qui a terminé meilleur buteur de l'équipe l'année dernière. Pourtant, au début de l'année, n'avait aucune confiance. Alors, David, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. Et il se doit d'être un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale canadienne. Il se doit de finir les actions, mais surtout de s'en créer, puisque c'est un petit peu ça le problème avec Jonathan David, surtout avec la Juventus. Il ne se créait pas beaucoup d'actions. On avait l'impression de regarder un match, mais de jamais le voir avec le ballon. Et c'était parfois difficile à regarder, surtout que la Juve n'avait pas beaucoup d'attaquants. Il y avait des opportunités pour David. Et j'espère qu'il saisira son opportunité avec l'équipe nationale canadienne. Sur ce, eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like sur la vidéo. On espère que l'équipe nationale canadienne pourra se rendre très loin. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo-là, ma prédiction, c'est que l'équipe nationale canadienne sera jusqu'en huitième de finale. Ils vont passer les groupes et par la suite remporter un match à élimination directe. Alors j'ai bien hâte de regarder cette Coupe du Monde-là et d'aller voir des matchs. Ce sera enlevant et l'équipe nationale canadienne aura l'occasion de nous faire rêver, même s'il n'y a pas de match à Montréal. Encore une fois, merci et passez une excellente fin de journée.